Aujourd'hui, en Arabie Saoudite, les délégations américaines et russes entament des négociations pour relancer la relation entre les États-Unis et la Russie et aussi potentiellement pour trouver une issue, une résolution à la guerre que la Russie mène en Ukraine. Mais on comprend que ce processus va prendre du temps et donc les nouvelles qui viennent du front restent tout à fait pertinentes. Et pour en parler aujourd'hui, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Audran, consultant en risques internationaux. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors Stéphane, sans attendre, en fait, j'aimerais bien vous poser donc une première question. C'est d'abord celle d'un petit panorama de cette situation sur la ligne, de la situation sur la ligne de front. Alors globalement, sur la ligne de front et dans la profondeur, on constate d'abord un ralentissement général des opérations. Les Russes sont toujours à l'offensive, mais de manière beaucoup moins marquée un peu partout. Le nombre d'assauts diminue, le rendement de ces assauts diminue. La Russie subit toujours des pertes assez lourdes. Globalement, la situation tend à se stabiliser, hein. On sort d'un cycle d'à peu près 18 mois pendant lesquels les Russes ont été à l'offensive partout, depuis la fin de l'été 2023 et l'échec de l'offensive ukrainienne. Il y a eu vraiment une prise d'initiative par la Russie, qui a pu compter sur un certain nombre d'avantages, son aviation tactique, ses bombes planantes, le renouveau de son infanterie, et qui a fait que sa puissance de feu au sol aussi, qui a fait qu'elle a pu maintenir une pression très forte. Je pense que l'ambition russe de ces 18 derniers mois était moins de prendre du terrain que d'essayer de saigner l'Ukraine à blanc et de provoquer à terme un collapsus de son armée. La bonne nouvelle, entre guillemets, c'est qu'au bout de 18 mois, l'armée ukrainienne a l'air d'avoir tenu. Elle a résisté à un effondrement structurel, même si elle a subi des pertes très lourdes et qu'elle a connu un certain nombre de problèmes. Et elle a infligé des pertes extrêmement lourdes à la Russie. Et il semblerait que les Russes aient échoué dans leur ambition qui était de détruire l'armée ukrainienne. Donc là, le fait que l'Ukraine tienne encore sur le champ de bataille, la Russie a l'air d'être au bout de ce cycle d'usure, ce qui ne veut pas dire que les Russes n'attaqueront plus, ce qui ne veut pas dire que les Russes n'ont plus de moyens d'offensive, mais en tout cas, il semblerait qu'ils aient plus les moyens de continuer cette tentative d'attrition pour saigner à blanc l'armée ukrainienne. Et est-ce qu'on parle dans ce cas-là de culmination de l'effort offensif russe? Donc on comprend qu'ils ont encore des capacités, mais est-ce que véritablement ils pourraient relancer quelque chose dans les prochaines semaines, les prochains mois? Alors, quand on parle de culmination, c'est vraiment à propos d'une offensive donnée. Et donc effectivement, si cette analyse est la bonne et que la Russie avait bien cette ambition générale d'une offensive d'attrition, il semblerait qu'elle soit effectivement en train de culminer. Alors, il y a des facteurs qui peuvent être conjoncturels, qui peuvent expliquer aussi ce ralentissement, et donc il faut attendre quelques semaines pour être tout à fait sûr, parce que c'est l'hiver, il y a des cycles de régénération dans les troupes russes, il y a aussi des cycles d'approvisionnement. L'Ukraine a frappé assez durement les arrières russes, donc il se peut aussi qu'il y ait des problèmes logistiques. Donc ce ralentissement peut n'être que temporaire, et c'est dans quelques semaines qu'on sera tout à fait sûr que c'est bien cette culmination. Mais oui, je pense que on est à la fin de ce grand cycle de 18 mois, ce qui est beaucoup, hein, de tentatives d'attrition et d'usure de l'armée ukrainienne. Voilà, je pense qu'on est à la fin, ce qui veut dire que la Russie pourrait relancer des offensives plus localisées, hein, et les Russes attaquent toujours dans la région de Kupiansk, ils attaquent toujours aussi le saillant de Souja. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a plus d'attaques russes, mais ça veut dire que la Russie sera sans doute plus en capacité d'attaquer partout et d'imposer son tempo partout sur tout le champ de bataille. Et ça, évidemment, ça dépend aussi de l'autre côté. Et de l'autre côté, côté ukrainien, eh bien, on voit qu'il y a certains efforts pour restructurer l'armée, pour résorber un peu ces problèmes structurels dont l'armée a souffert en 2024. Donc, notamment, évidemment, cette réforme pour former des corps d'armée. Aussi, on a vu cet effort pour entamer une rotation de 50 000 hommes. On voit qu'il y a encore pas mal de stocks d'armes occidentales en Ukraine. Et puis, il y a un apport d'avions qui s'est concrétisé ces dernières semaines. Et puis, évidemment, il y a énormément de drones qui sont produits en Ukraine. Est-ce que ça peut eh bien, résoudre d'une certaine manière les problèmes structurels de l'armée ukrainienne et relancer quelque chose côté ukrainien? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que dans cette année, les deux forces adverses, hein, les Russes comme les Ukrainiens, se sont affaiblis, se sont transformés sous la contrainte. Et effectivement, l'armée ukrainienne, elle a trois grands problèmes auxquels elle fait face depuis 3 ans. Elle a un problème d'approvisionnement, et donc ça, effectivement, c'est en grande partie lié à ses capacités de production nationale, mais elles ont été réduites par la guerre, par l'invasion. Et donc,
son approvisionnement était lié à la déficience de l'aide occidentale, à son insuffisance pour des raisons à la fois politiques et puis capacitaires. Mais les choses vont un peu moins mal de ce côté-là parce que l'initiative tchèque sur les obus a été efficace, parce que l'Ukraine a relancé des productions nationales, parce que malgré tout, quand même, les Occidentaux ont fourni du matériel et des munitions. Et donc, effectivement, sur le plan du flux capacitaire, ça va moins mal. Et l'Ukraine a tenu dans cette année d'attrition avec un flux capacitaire très insuffisant. Donc c'est aussi une forme de succès quand même, hein, notamment en substituant une partie de son manque de puissance de feu par des drones. Et donc ça a été un vrai succès ukrainien. C'est une première sur un champ de bataille, hein, d'avoir substitué toute une partie du segment de feu par des drones. Euh, le deuxième problème, qui était un problème d'effectif, de recrutement, qui est là, était aussi absolument crucial parce que effectivement, c'est malheureusement le nerf de la guerre, c'est des hommes sur le terrain, hein, et on voit que le système d'armes le plus important de cette guerre, ça reste le fantassin avec ses Rangers et son fusil d'assaut. Et donc là, il y a un problème structurel d'effectifs qui était lié à la fois à un problème démographique et à un problème organisationnel. Et sur le plan de la démographie, malheureusement, on peut pas faire grand-chose. Par contre, sur le plan de l'organisation, on peut faire quelque chose. Et donc, l'Ukraine a commencé à affronter ce problème démographique, y compris par l'angle organisationnel. Et donc le troisième grand pilier problème de l'armée ukrainienne, c'était un problème d'organisation. Et ce problème d'organisation, pas très agréable à dire, mais les Ukrainiens ont été longtemps dans le déni sur ce sujet. Et ce qui était représentatif, c'était l'interview du général Zaloujny en fin d'année 2023, quand il parlait des raisons de l'échec ukrainien. Il disait, on n'a pas eu assez de matos, voilà la liste des courses, donnez-nous ce dont on a besoin et tout ira bien. Et en fait, quand on a des problèmes d'organisation, et à la guerre on en a forcément, parce que on a une organisation de temps de paix qui est prévue pour une certaine guerre, et puis la guerre durant, l'adversaire s'adaptant, on doit s'adapter. Si on ne traite pas les problèmes organisationnels, ils ne font qu'empirer les choses, et à un certain stade, rajouter 1 million d'hommes ou 1 million d'obus, ça sert à rien. Et donc, il faut traiter ces questions d'organisation. Pour faire simple, l'Ukraine avait une armée qui, au début de la guerre, était au milieu du guet dans sa réforme et dans sa longue transition depuis un modèle soviétique vers un modèle occidental. Hein, le plan de transformation allait jusqu'en 2035. Donc en 2022, elle est prise au milieu du guet. Elle avait fait un certain nombre de réformes déjà sur son corps de sous-officiers, sur certaines intentions, sur ses structures de commandement, mais globalement, l'armée ukrainienne est partie avec une grande force qui était l'innovation par le bas et l'initiative au plus bas niveau. Ça, c'est très bien parce qu'effectivement, notamment dans la phase défensive mobile, ça l'a sauvé. Par contre, à partir du moment où on est à l'offensive, ou à partir du moment où la guerre dure, il faut pouvoir avoir des structures d'état-major intermédiaires pour mieux coordonner les grandes unités entre elles, pour faire en sorte qu'on ait une gestion efficace des flux logistiques, des flux humains, des flux matériels, et pour s'assurer d'une homogénéité dans l'armée, que ça soit pas toujours les mêmes unités qui fassent la guerre et d'autres unités qui fassent moins la guerre. Et donc ces questions d'organisation, elles ont été très longues à advenir dans un contexte où en plus les pertes humaines étant lourdes, on a rappelé beaucoup d'anciens de l'ère soviétique qui sont revenus avec leurs modèles mentaux très rigides et très soviétiques. Et donc tout ça a fait qu'il y avait cette espèce de dichotomie avec un centre extrêmement fort mais loin du front et des unités proches du front qui étaient dans l'initiative. Et donc cette éloignement entre un centre toujours très politique, c'est normal, et la réalité du front, elle doit être à un moment coordonnée par une rotule opérationnelle qu'on n'avait pas en Ukraine, ou qui était très faible. Et donc là, les annonces par Sierski de dire on va renvoyer vers le front 50 000 hommes qui étaient un peu planqués à l'arrière et on crée des corps d'armée, c'est deux annonces qui sont extrêmement complémentaires parce que ça veut dire que on va essayer de casser enfin cette dynamique où c'est toujours les mêmes brigades qui assument la réalité du feu avec des hommes qui sont rincés, qui tournent pas, qui sont jamais repliés, et puis un pouvoir central qui est dans l'émission politique mais pas dans la coordination. Et donc là, cette structure en corps d'armée, elle devrait pouvoir permettre de régler ces problèmes organisationnels, d'avoir un meilleur entraînement des troupes, une meilleure rotation des brigades et au sein même des brigades, et de tirer parti finalement du fait qu'un certain nombre de choses vont moins mal en termes d'approvisionnement pour que l'armée ukrainienne stoppe l'hémorragie territoriale, stoppe son hémorragie d'effectifs et peut-être fasse des contre-attaques plus ou moins localisées. Mais on n'est pas encore à dire il y aura une contre-offensive ukrainienne, pas du tout. Simplement, les choses devraient arrêter de se dégrader, ce qui est déjà bien. Et juste, vous avez mentionné donc le facteur démographique. Qu'est-ce que vous faites de ces nouveaux contrats qui sont ouverts aux jeunes à partir de 18 ans? Est-ce que ça pourrait aussi entrer dans cette dynamique de restructuration dont vous avez parlé? Alors, c'est toujours délicat, hein, cette problématique de la mobilisation, hein. On parle d'un pays qui a des classes démographiques tragiquement creuses, hein, avec des cohortes qui sont de moins de 200 000 personnes sur une
de moins de 200 000 hommes sur une génération, donc c'est vraiment très peu. Et donc je comprends tout à fait qu'il y ait d'extrêmes réticences à forcer des jeunes de moins de 25 ans en Ukraine à aller se battre. Maintenant, il y a des volontaires, et donc effectivement, cette idée d'ouvrir le volontariat est sans doute bonne parce que par ailleurs, il y a des volontaires. Je pense que c'est des choix qui sont assez cornéliens et il y a des implications qui sont politiques et qui sont très fortes pour le gouvernement ukrainien et son avenir politique. Et donc, je pense que là, ils sont allés à peu près aussi loin qu'ils pouvaient aller avec une loi de mobilisation l'an dernier qui a été quand même plus large. Et puis, bah, cette question des plus de 18 ans pour lesquels, en plus, les Américains poussent depuis un certain temps. Voilà, il y a deux visions, hein. Il y a deux visions qui s'affrontent. Il y a une vision statistique qui est les humains sont une ressource comme une autre, puis il y a une vision humaine qui est bah ça reste des gens, ça reste des fils qui parfois sont les seuls enfants d'une famille, ça reste l'avenir démographique du pays, donc on peut pas la traiter comme des betteraves ou des obus. Et donc voilà, il y a cette tension-là. Je pense que pour l'instant cette évolution est plutôt bonne d'ouvrir ces contrats de volontaires. Après, ça sera pas une martingale magique, hein. On parle de quelques milliers de volontaires qui vont s'ajouter, donc les effectifs d'une ou deux brigades sur 80. Mais voilà, symboliquement, ça permet de dire aux Américains, c'est bon, on a ouvert aux plus de 18 ans, et puis ça permet quand même de préserver un peu le consensus social et la ressource démographique. Ouais, sachant que de toutes les manières, enfin, satisfaire les Américains, là, on voit que c'est pas forcément quelque chose qui paye, puisqu'il y a aucun paquet d'aide militaire qui a été annoncé depuis l'arrivée enfin, depuis la prise de fonction de Donald Trump, et le cycle diplomatique qui s'ouvre, il ne semble pas très très favorable aux Ukrainiens. Dans un de vos récents fils sur X, vous avez écrit que cette méthode Trump, eh bien, elle empêche l'Ukraine de retourner la situation sur le front si jamais c'était possible. Oui, alors c'est un peu le paradoxe du moment, c'est-à-dire que il y a beaucoup de défaitisme effectivement, et puis les cercles pro-russes et même les cercles pro-Trump sont assez forts pour dire de toute façon l'Ukraine est à genoux, c'est fini, ce qui n'est pas vrai en fait. Hein. Enfin, il y avait un vrai risque de collapsus de l'armée ukrainienne au printemps 2024. On en a parlé avec un certain nombre d'analystes, notamment par manque de puissance de feu. Et puis, bah, les Ukrainiens ont tenu en se sacrifiant, en s'accrochant, et puis encore une fois en utilisant ce segment de drone comme moyen de substitution de feu. Ça a tenu. Et c'est à ce moment, alors que la Russie est plus faible que jamais, qu'il faudrait effectivement tenter ce qu'on appelle un surge, c'est-à-dire de mettre vraiment beaucoup de matériel en plus sur le terrain. Il faut bien réaliser que les pertes russes font que la Russie arrive, tous les analystes le disent à peu près, au bout de ses stocks stratégiques, hein, et notamment de ses stocks pléthoriques de matériel de la guerre froide. Et donc l'armée russe est redevenue une armée de fantassins qui a capitalisé un peu sur une expérience. Hein. C'est pas une armée de bouffons qui font des vagues d'assaut à la baïonnette, c'est pas vrai. Il y a des tactiques russes qui ont été adaptées à la réalité du champ de bataille. Il y a eu de l'innovation. Les Russes ont des actifs forts. Ils ont des bombes guidées par leurs avions. Ils ont des drones qui sont de plus en plus philo-guidés par fibre optique. Ils ont des tactiques d'infanterie qui sont pas complètement absurdes et qui fonctionnent. Donc, mais c'est une force qui est devenue une force d'infanterie avec des drones et de l'aviation tactique. Ça veut dire que face à un effort capacitaire occidental important pour recréer des brigades de manœuvre ukrainiennes avec des défenses antiaériennes, avec de la chasse pour les couvrir et avec des moyens de bréchage, il y aurait sans doute beaucoup plus facilement qu'à l'été 2023 moyen d'engager des succès tactiques. Mais ça, c'est une question pure de volonté politique des Occidentaux d'ouvrir au pas leur stock et d'accroître énormément l'aide à un moment où la tentation est plutôt de dire non, non, mais là, c'est la prise de négociation qui va être prépondérante. Donc c'est un peu le paradoxe du champ de bataille. Et si jamais ça ne vient pas du côté américain, est-ce que vous pensez que ça puisse venir du côté européen? Alors, ça pourrait sur le plan matériel. Maintenant, je suis assez pessimiste sur le plan de la volonté politique en Europe, et malheureusement, la réunion de l'Élysée hier semble le confirmer. C'est-à-dire que globalement, la solution, elle passe forcément par l'engagement des grands pays d'Europe occidentale, et on n'y est pas. Alors peut-être que les élections allemandes apporteront une divine surprise. Il y a un certain nombre d'observateurs qui ont l'air de s'y accrocher comme à l'espérance d'un miracle. Hein. C'est plus le miracle sur la Marne, c'est le miracle sur l'Oder, mais voilà, sans l'Espagne, sans l'Italie, sans l'Allemagne, les Polonais ont dit qu'ils voulaient pas non plus parce qu'ils ont une stratégie plutôt nationale d'engagement avec les États-Unis. Ben, c'est pas la France et l'Angleterre qui ont les capacités en 2025 d'aller seuls faire la paix en Ukraine. Nos stocks stratégiques à nous, Français, sont assez vides en termes de matériel qu'on pourrait livrer en plus. Donc oui, sur le papier, les Européens, s'ils étaient unis, solidaires et décidés, ont largement les capacités pour.
Maintenant, pour l'instant, on voit pas vraiment d'unité européenne face à la crise. Par contre, on voit que les Européens, ils travaillent de plus en plus à cette idée d'envoyer des troupes en Ukraine pour maintenir un cessez-le-feu. Ça, visiblement, c'est quelque chose qui a l'air de se dessiner. Avant-hier, on a vu les Britanniques qui disaient qu'ils étaient prêts à envoyer des troupes. Donc, ça serait pas pour combattre, mais ça serait pour maintenir un cessez-le-feu. Il y a un certain flou sur cette question et il y a énormément de prudence, hein. Le chancelier Scholz disait encore hier que c'était absolument pas approprié. Les Polonais veulent pas en entendre parler. Effectivement, on a des signaux de Paris, de Stockholm et de Londres pour dire, bah, finalement, pourquoi pas. Attention, le pourquoi pas, ça veut dire, voilà les capacités qu'on est prêt à mettre demain en Ukraine et on ira dans 3 semaines, hein. Ça veut dire, pourquoi pas, faut qu'on en parle. Et je pense que, à ce stade, la seule volonté claire des Européens, c'est d'essayer d'exister dans les négociations. C'est la seule chose qui est claire. C'est, on ne veut pas être exclu de ce qui va se dire. Mais, je ne pense pas que là, on en est un peu, comme disait De Gaulle, au stade des sauts de cabri sur la chaise, hein. C'est-à-dire qu'on dit, on est là, on dit, on veut exister, mais tant qu'on n'a pas fait des gestes capacitaires forts, on n'existera pas. Donc voilà, on en est là. Et en tout état de cause, maintenir un cessez-le-feu, j'ai bien peur que ça soit beaucoup plus compliqué qu'un certain nombre de gens ne le pensent, parce que il y a cette espèce d'image dans l'esprit des gens de se dire, un jour, alors on parle de Pâques, il y aura un cessez-le-feu. Et puis bah tout va s'arrêter, on va mettre des barbelés autour d'une zone démilitarisée comme en Corée, et puis il y aura juste à avoir des gens qui seront de l'autre côté de la frontière, bras croisés, qui regarderont ce qui se passe et tout va se stabiliser. Ça n'arrivera pas. Ça ne se passera pas comme ça. Le cessez-le-feu ne sera pas respecté. Comme en 2015, il sera violé de part et d'autre, et en 2015, il était violé à 80% par les Russes. Et ça va se passer comme ça. Dans un pays où il y a 20% du territoire qui est miné, il faudra faire des patrouilles, il faudra se déployer régulièrement, il y aura des violations. Les règles d'engagement des Européens seront, pour rester poli, pleutres. Et donc, forcément, on ne répondra pas aux tirs. Ça sera 100 fois pire que la Yougoslavie à ses pires heures quand on ne s'est pas battu pour Srebrenica. On aura des gens qui auront une espèce de statut de casque bleu, qui vont pendant des années user en fait le dernier potentiel de combat européen à faire tourner des troupes en Ukraine, à perdre du matériel, à perdre des hommes, à être dans quelque chose qui aura un coût politique terrible, qui va permettre à la Russie de se réarmer tout en harcelant l'Ukraine. Et ça sera ça la réalité du cessez-le-feu. Ça sera une espèce de bourbier d'insécurité permanent et pas une belle zone démilitarisée comme en Corée, malheureusement. C'est plutôt peur que ça soit comme ça. Ouais, là c'est aussi quelque chose sur lequel je voulais vous amener. Oui, c'est que oui, effectivement le cessez-le-feu est une force de maintien de la paix ou une force de maintien du cessez-le-feu, eh bien ça ne réglerait absolument pas les choses. Oui, Et ce, le scénario coréen fait rêver un tas de gens, mais le scénario coréen ne fonctionne que parce que celui qui impose la paix garantit la paix. Ça, c'est quelque chose qu'il faut être vraiment, il faut vraiment en être convaincu pour comprendre à quel point la méthode Trump ne peut pas marcher. On ne peut pas imposer une paix sans la garantir. Si la paix en Corée fonctionne, c'est parce qu'il y a 40 000 militaires américains sur la DMZ qui disent si vous remettez en cause la paix, les États-Unis se battront. Là, on est en train de dire on va vous imposer une paix, mais on ne se battra pas pour l'imposer. Donc, ça ne peut pas marcher. hum, Stéphane, qu'est-ce qu'il faut regarder dans les jours, dans les semaines qui viennent? Et est-ce que, vu l'état actuel des fronts, est-ce qu'on peut encore s'attendre à des surprises venant d'un côté ou de l'autre? Ça sera ma dernière question. Alors, la surprise, c'est la règle à la guerre, hein. L'imprévisibilité de la guerre, c'est la norme. La guerre est un caméléon, comme disait l'autre. Donc oui, on doit s'attendre à des surprises. Sinon, c'est pas voilà. Ce qui confirme l'absolue nécessité d'avoir des réserves, en fait. Parce que la réserve, c'est la garantie contre l'inéluctable surprise. C'est le syndrome France juin 40, hein. C'est-à-dire qu'il y a une surprise, eh ben on n'a pas de réserve, bon ben on a perdu. Et donc ce qu'il faut surveiller, c'est les réserves ukrainiennes en fait, c'est leur capacité à faire face à des surprises. L'Ukraine pourrait très bien déclencher elle-même d'autres actions surprises, comme à Souja cet été, c'est possible. Je pense que ce qu'il faut bien réaliser aussi dans les négociations qui vont venir, c'est que on ne sera pas dans un moment confortable où la guerre s'arrête et les négociations démarrent. On va être dans un moment qui est globalement historiquement la norme dans tous les conflits depuis très longtemps où la négociation se déroule pendant le conflit. Et Poutine est spécialiste de ça et pendant la négociation des accords de Minsk, il l'a fait. Il continuait d'encercler les troupes ukrainiennes pendant qu'il négociait avec Merkel et Hollande et il disait
Des à balles, c'est bon. Merkel et Hollande, vous savez, j'ai mon armée au téléphone, il y a des milliers de soldats ukrainiens qui sont encerclés, il faut que la négociation avance, sinon ils vont mourir. C'est peut-être sa responsabilité de ne pas les tuer. Mais voilà, il présentera toujours Poutine l'évolution de la guerre comme quelque chose dont il n'est pas responsable et dont il est là pour dire aux autres, vous savez, ça continue, il faut que vous cédiez, sinon ça va être terrible. Et donc on doit s'attendre à ce que les Russes poursuivent de la pression, y compris des frappes dans la profondeur, y compris des tentatives offensives, pendant les négociations pour faire plier. Et plus il y aura de résistance européenne, et plus Poutine essaiera de pousser pour convaincre les Européens de céder et de se coucher. C'est à ça qu'il faut s'attendre. La contrepartie étant qu'il est possible que les Ukrainiens, refusant de se faire liquider, tentent aussi eux-mêmes de prendre l'ascendant pendant les négociations pour dire attention, on bouge encore, on n'est pas mort, ne nous liquidez pas. Merci beaucoup, Stéphane, de Mais de cette rien. conversation. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je file et je vous retrouve très vite.